Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous? Quelles grandes propositions peut-on formuler? Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre? Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Nathalie Chusseau, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Nathalie, avec vous nous allons parler de l'enjeu essentiel de l'éducation. Est-ce qu'on peut commencer par partir du constat? Quels sont les 3 grands constats qu'on peut faire sur la situation? Alors effectivement, 3 constats. Le premier, c'est que la France dégringole dans les classements internationaux de différents points de vue et en particulièrement pour ce qui concerne les matières scientifiques. En mathématiques, dans les connaissances scientifiques et la maîtrise des mathématiques, la France dégringole. Ce qui est effectivement extrêmement embêtant parce que pour une société ou une économie qui doit être innovante, qui doit pouvoir se développer, qui doit faire face à la compétition mondiale, eh bien il faut des scientifiques, il faut de l'innovation et ça c'est crucial. Le deuxième constat, c'est que la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaires des élèves c'est effectivement extrêmement alarmant depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et c'est un énorme problème parce que c'est non seulement un gâchis de talent extraordinaire et parce qu'il y a un déterminisme social qui se met en place que vraisemblablement l'école n'arrive pas à combler. Et puis le troisième constat concerne les jeunes, ce que l'on appelle les jeunes NEET. Ce sont ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Et donc, le problème, c'est qu'on en a 1,5 million en France, entre 15 et 29 ans. Parmi ces jeunes, on a des jeunes qui sont en recherche d'emploi, et donc là, ça n'est pas très grave, on s'attend à ce qu'ils trouvent un emploi rapidement. On en a d'autres, à peu près 20%, qui ont un diplôme, mais sont en train d'un petit peu de se chercher, de savoir ce qu'ils vont faire. Le plus grand problème, ce sont tous les autres, la grande majorité, ce qu'on appelle les décrocheurs. Et eux, ils ont quitté le système éducatif sans aucune formation, et on en compte à peu près 90 000 par an. Et donc, en termes de stock, c'est absolument énorme. Et là aussi, c'est un véritable enjeu pour notre pays. Malheureusement, tous ces constats évidemment sont connus, ils sont assez incontestables. Maintenant, parlons des solutions, des réformes qu'on peut projeter. Quelles sont les réformes essentielles? Alors, la première réforme qui me paraît essentielle concerne la dépense publique en matière d'éducation. La France est un des pays de l'OCDE où la dépense publique est largement en dessous de la moyenne, plus de 2 points en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc là, il y a un vrai problème. Le second problème, c'est qu'on a effectivement des salaires des enseignants, des professeurs, des enseignants du primaire, y compris des salaires des enseignants à l'université, qui sont largement, là encore, entre 15 et 20% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, avec des enseignants par ailleurs qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup plus en présentiel devant les élèves. Donc ça, c'est un problème, ça veut dire qu'il faut revaloriser la profession, à commencer probablement par les salaires, et aussi par le fait de reconsidérer ces enseignants. Vous le savez sans doute, mais on a beaucoup de mal à recruter en ce moment. Et ça, c'est un véritable enjeu. L'autre enjeu, ça concerne évidemment la mixité scolaire et la mixité sociale. Et donc, il faut absolument investir dès le plus jeune âge dans l'école et en particulier dans l'éducation des enfants issus des milieux les plus modestes. Et en commençant par faire du pré-primaire, c'est-à-dire de scolariser le plus tôt. Aujourd'hui, c'est dès 3 ans, si je me trompe pas. C'est dès 3 ans, et il faudrait commencer, c'est une très bonne nouvelle, mais il faudrait commencer en amont, dès l'âge de 2 ans, et en particulier dans les territoires où on a des populations de milieux modestes qui sont concentrées. Donc ça, c'est absolument crucial. Et puis, il faut s'orienter sur les NEET, essayer d'améliorer leur insertion professionnelle. Et là, on a des outils qui existent, mais qu'il faudrait probablement développer. On a des écoles de la deuxième chance, on a des établissements qui s'appellent des EPID qui permettent une meilleure insertion de ces jeunes avec un meilleur suivi. Donc ça, il faudrait absolument augmenter le nombre de ces écoles-là. Et puis on a un contrat qui a été mis, l'ancienne garantie jeune qui existait, qui s'est transformé en contrat engagement jeune et qui concernerait à peu près 400 000 jeunes. C'est trop peu, c'est insuffisant. Mais l'avantage de ceci, c'est que ça permet de mettre en fait de coordonner l'ensemble des acteurs qui sont supposés s'occuper de ces fameux NEET pour les aider à leur apporter la meilleure formation et les orienter vers des formations avec un engagement qui se traduit par un revenu à peu près mensuel d'environ, qui peut aller jusqu'à 500 €. Ça, c'est essentiel, mais il faut vraiment une coordination de tous ces acteurs que l'on n'observe pas pour le moment. Il faudrait un véritable pilote de cette
de cette mesure et de cette politique, et vraiment garantir à ces NEET une formation qui me paraît importante, fondamentale. Ça concerne les compétences transversales, ce que l'on appelle les compétences comportementales. Et donc, ça veut dire un accompagnement personnalisé, un bilan de compétences, c'est-à-dire qu'on met en évidence ce que savent faire ces jeunes, quels sont leurs manques en matière de compétences transversales pour mieux les orienter vers des formations ciblées. Et vous savez aussi, là encore, qu'on manque énormément d'emplois dans un certain nombre de secteurs, où il y a des tensions, des besoins de main-d'œuvre extrêmement importants. On peut citer notamment l'hôtellerie-restauration, où maintenant on recherche à peu près 250 000 emplois. Donc il me paraît aberrant de pouvoir penser qu'on peut accompagner ces jeunes, par exemple, vers ces emplois-là dont on a besoin. Et finalement, il faut aussi essayer de favoriser la mixité à l'école, là encore dès le plus jeune âge, et on voit qu'on a des zones et des établissements qui sont extrêmement socialement marqués. Donc empêcher le décrochage, raccrocher les décrocheurs. On voit que les solutions passent évidemment par un investissement, notamment je crois que dans le primaire et dans le secondaire, on est parmi les pays qui investissent paradoxalement le moins, pour des moments qui sont déterminants, et puis des réponses, vous venez de le dire, puisque vous parlez de la méthode, qui sont plutôt d'organisation, de coordination entre les différents professionnels. Oui, tout à fait. Il y a aussi à cela s'ajoutent aussi des méthodes liées aussi aux apprentissages. Je parlais tout à l'heure des mathématiques et des connaissances scientifiques, et on se rend compte que nos élèves effectivement dégringolent dans les classements, ne maîtrisent pas les outils mathématiques, donc il faut réintroduire les mathématiques. Vous savez qu'ils ont été enlevés lors de la réforme du bac, donc là on parle de les réintroduire, c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait les réintroduire bien en amont et probablement modifier aussi les méthodes d'apprentissage de ces mathématiques tout au long de la scolarité, parce que on a observé les enseignants notamment observé quand ils accueillaient des élèves qui venaient d'Ukraine, ils se sont rendus compte qu'ils maîtrisaient beaucoup mieux l'outil mathématique alors qu'ils étaient classés beaucoup moins bien classés que nos élèves à nous. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi dans les méthodes d'apprentissage. Alors ça veut dire évidemment augmenter la dépense publique de ce point de vue, peut-être mieux former les enseignants, revaloriser leur profession pour qu'elle redevienne attractive, et ça veut dire aussi peut-être mieux reconsidérer cette profession qui est en train de se dévaloriser. Alors évidemment des conditions de travail compliquées, des salaires peu attractifs et par ailleurs parfois nettement plus compétitifs dans le secteur privé quand on est un enseignant de mathématiques ou d'informatique. Et ça c'est vraiment fondamental parce que c'est aussi mieux considérer ces personnes pour prendre en compte, et ça vient aussi des parents, prendre en compte qu'ils sont au cœur de la formation de leurs enfants et de l'avenir du pays. Donc ça me paraît aussi absolument crucial. Merci beaucoup Nathalie Fussot. Merci. Merci à vous.